Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, quand il est pris dans un poste, c'est pas grave s'il est médiocre, on lui dit pas que c'est parce qu'il est un homme. Que les femmes, malgré tout, ce sont les seules à pouvoir procréer. Bien qu'on ne soit pas des poules pondeuses. En fait, j'ai été victime de violences conjugales du coup entre mes 15 et 18 ans. Quand on sera arrivé à ce niveau-là, on pourra vraiment commencer à parler d'évolution. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Life Talk, le premier talk show du monde associatif proposé par l'ONG Life. Depuis 2009, l'ONG agit sur le terrain dans plus de 25 pays, menant des actions concrètes et durables orientées autour de 4 volets d'action qui, je le rappelle, sont la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation et la protection de l'environnement. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de faire un don via le lien en barre d'information. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'émission. Le sujet est très intéressant aujourd'hui. Nous avons des grandes dames autour de nous pour en parler. Donc voilà, nous sommes toutes impatientes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Life ONG. Donc voilà, dans ce nouvel épisode, nous allons parler des femmes, plus précisément de l'empowerment des femmes, avancées, inégalités. Quelle est la réalité des femmes en 2024 ? Donc d'abord, nous allons faire un petit tour de table pour présenter ces dames comme il se doit. On va commencer de ce côté. Donc nous avons Mila parmi nous. Bienvenue Mila. Merci, oui, donc je suis Mila. Merci pour cette invitation. C'est un honneur de pouvoir partager, en tout cas, des sujets d'actualité avec le grand public. Donc, je suis la CEO de My Aesthetic Travel. Donc, c'est une agence qui évolue sur le secteur de l'esthétisme où on accompagne des professionnels et également des particuliers à se développer. Voilà, donc développer les compétences professionnelles et également accompagner des projets humains. Voilà, bienvenue Mila. Merci on a Marie-Laure de Life qui est avec nous. Je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, moi, effectivement, Marie-Laure Nobs, je travaille au sein de l'ONG, au sein de la direction, et je suis plus précisément en charge des relations institutionnelles de l'ONG. Donc, beaucoup de choses à dire sur ce sujet également aujourd'hui. Voilà, écoute, bienvenue. On a Rosa Méziane. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis Rosa Méziane, je suis directrice générale de Digital College, donc dans l'enseignement supérieur de Bac+1 à Bac+5, sur tout un ensemble d'écoles en France et à l'international. Et accessoirement, il m'arrive de ferrailler dans divers médias, notamment sur des sujets sociétaux qui sont en lien sur les inégalités sociales et notamment sur les quartiers populaires. D'accord, bienvenue Rose, c'est un plaisir ravie d'être avec toi sur ce plateau. Et last but not least, nous avons Capucine. Oui, donc tu es détentrice du célèbre podcast Over the Rainbow. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, moi, c'est Capucine, j'ai 23 ans. Je suis créatrice de contenu féministe sur le compte Over the Rainbow. Et je suis aussi la cofondatrice d'une agence de communication responsable à Nantes. Waouh! Que des femmes qui ont plein de choses à raconter, à ce que je vois. Donc, du coup, on va faire un petit tour de table. J'ai des petites questions pour chacune d'entre vous pour apprendre à vous connaître et en quoi ce sujet sur l'empowerment des femmes, inégalité avancée, où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous allons faire un constat, nous allons déconstruire un petit peu le sujet ensemble. Donc, on va commencer par toi, Rose. Du coup, toi qui interviens sur divers plateaux dans les médias, etc. As-tu déjà été confrontée à un comportement misogyne sur un plateau TV ? En fait, on a très souvent des comportements sexistes parce que c'est compliqué pour un certain nombre de messieurs de voir une femme qui prend la parole et qui, pour le coup, s'impose. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je prends la parole, systématiquement, on est interrompu. Et d'ailleurs, je l'ai fait remarquer la dernière fois à un interlocuteur, c'est-à-dire que quand la personne qui était à côté de moi prenait la parole, elle n'était pas coupée, et pourtant elle était en totale opposition avec les idées de ce monsieur. Et par contre, quand moi je prenais la parole, quasiment à chaque phrase, il tentait de récupérer la parole. Et ça, c'est vraiment des techniques de plateau qu'on utilise à plus forte raison chez les femmes parce qu'on s'imagine qu'on est beaucoup plus poli et que du coup, on va rendre la parole. Parce qu'il y a vraiment un rapport de force. Il y a vraiment un rapport de force. Et d'ailleurs, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des hommes qui, parce que vous êtes des femmes, n'ont pas pris au sérieux vos compétences dans le monde du travail ? Mila, toi, tu as un petit truc, une petite anecdote ? Oui, ça nous arrive malheureusement régulièrement encore. Par contre, on arrive à déployer des stratégies justement pour atteindre nos objectifs.
Pour la petite anecdote, il m'est arrivé voilà, plusieurs fois d'avoir des rendez-vous de négociation. Je venais avec un collaborateur et c'est le collaborateur qu'on regardait. Pourtant, je suis la CEO. Voilà. Donc, du coup, les petites stratégies derrière, c'est de finalement changer son titre à un moment donné. Ah ouais. Savoir Ça changer va son super titre. loin. Exactement. Et accepter que, effectivement, voilà, les personnes ne prennent pas tout de suite en considération la femme, mais il y a une évolution quand même. Il y a une évolution Toi, quand il même. me semble que tu as fait une reconversion de carrière du Oui. tout au tout. Oui, oui. Pourquoi cette reconversion et en quoi ça a impacté ta vie en tant que femme? Alors, reconversion, oui, parce que j'étais juriste en droit du travail. Oui. Donc, effectivement, j'ai fait un 360 puisque je me suis retrouvée de l'autre côté dans l'esthétisme. J'ai pris cette décision-là parce que je me sentais vraiment réduite dans ma créativité, dans mes perspectives d'évolution. On voyait bien qu'on ne pouvait pas atteindre certains grades aussi. Un plafond de verre. Exactement, un vrai plafond de verre. Après, c'est vrai que du coup, on se crée ces opportunités-là et on se dit pourquoi pas se lancer et pouvoir faire vivre ce qu'on a dans la tête, tout simplement. Ok. On va passer à Capucine. Donc, Capucine, quel a été l'événement qui a déclenché ta prise de position et d'engagement pour la cause féminine? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui me révoltait assez facilement. Une rebelle dans l'âme. Ouais, c'est ça. Mais sage en même temps, mais du moins, je supporte pas l'injustice. Et du coup, je me rappelle de ma première un peu prise de conscience féministe. C'est quand j'étais à l'école et que j'ai découvert l'histoire de Rosa Parks. Et je me rappelle que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que tout le monde soit au courant. Et du coup, j'avais demandé à la maîtresse si je pouvais faire un exposé sur Rosa Parks pour informer les gens dans ma classe. Donc, j'avais déjà ce truc un peu de vouloir partager ce que je savais. Et ça, du coup, je l'ai gardé après sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce qui a vraiment motivé mon engagement féministe, c'est plus via des choses que j'ai vécues moi. Et en fait, j'ai été victime de violences conjugales, du coup, entre mes 15 et 18 ans, donc avec mon premier petit copain. Et ça, du coup, en fait, ça a vraiment marqué en fait ma façon d'envisager les choses et notamment les violences faites aux femmes. Et du coup, ça a vraiment motivé après ma prise de parole et de me dire, OK, il y a des choses que je peux faire peut-être à ma façon pour faire changer les choses. Il faut comprendre quand même que les violences faites aux femmes, ça fait partie du premier, du deuxième mandat de la cause nationale d'Emmanuel Macron. Vrai, Et en fait, ce niveau-là d'hypocrisie, c'est presque symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et on croit toujours que la question des violences sexistes et sexuelles aux femmes, ça concerne les autres, en fait. Et je crois qu'on gagnerait un petit peu, nous qui avons, quand je dis nous, c'est la France, qui donnons des leçons à la terre entière sur la morale, la démocratie et la protection, en fait, des minorités. Oui, je crois qu'on rentre dans une phase où on doit se remettre en cause et remettre en cause aussi notre capacité à systématiquement défendre en fait les présumés auteurs. Et je crois qu'on a beaucoup de mal avec cette notion. Marie-Laure, donc c'est vrai que vous menez pas mal d'actions Life pour venir en aide à la cause féminine, que ce soit dans les pays sur lesquels vous êtes installés. Je parle par exemple des pays un petit peu en sous-développement, comme le Bangladesh. En termes d'inégalité femmes-hommes, qu'est-ce qui a été marquant? Qu'est-ce qui t'a choqué sur le terrain? Alors, on va dire que c'est difficile d'exprimer le mot choquant quand on part sur le terrain. Quand on est humanitaire, on a un regard qui est un peu plus différent. Évidemment, on a nos sensibilités personnelles. Et c'est pas on va dire, le but n'est pas de les partager ici nécessairement. C'est des cultures qui sont très différentes. Il y a des choses sur lesquelles on se dit, c'est pas ce que moi j'aimerais vivre. Mais on parle parfois avec les populations locales dans les pays dans lesquels on va, et certaines femmes ne sont pas gênées par certaines coutumes qui, nous, en tant qu'occidentaux, pourraient nous déranger. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le fait que... moi, je suis allée faire une distribution, c'était en Asie. Oui. On est allé faire une distribution alimentaire, et en fait, les femmes et les hommes avaient été triés chacun d'un côté de l'endroit où on était. Donc, les hommes étaient tous assis d'un côté et les femmes et les enfants tous de l'autre. Et a priori, en fait, ça ne
même ceux qui sont arrivés un petit peu après l'ordre qui avait été établi, ils se sont naturellement disposés comme ça. Et en fait, même quand on pose la question, elles nous disent bah non, pour nous, c'est normal. Donc elles sont en second, en fait, les hommes en premier. Pas nécessairement en second, mais par contre, effectivement, assez séparés. Ce qui, moi, m'a interpellée quand je suis arrivée, puisqu'on nous met, entre guillemets, tout devant toutes les personnes qui sont là. Et du coup, ça m'a un petit peu interpellée de voir toutes les femmes d'un côté, entre guillemets, comme s'ils avaient été rangés, chacun dans une case. Et au final, elles nous ont dit, bah non, on va dire, c'est normal pour nous, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas quelque chose qui les dérange au quotidien. Après, effectivement, il y a aussi, je pense, toute une question sur l'éveil des consciences. Tu le disais tout à l'heure, le partage de ce qui peut exister ailleurs ou non. Et après, ça, c'est pas notre rôle en tant qu'humanitaire de faire cette partie-là. Mais effectivement, il y a des choses sur lesquelles les femmes sont très confortables. Et puis après, il y en a d'autres qui, effectivement, sont plus difficiles à mettre en place, même à notre niveau et au sein de nos actions. Alors, il me semble que vous avez déjà fait pas mal d'actions. Donc, est-ce que tu peux en parler On en parlait tout à l'heure. Bah nous, en fait, on va dire que dans notre fonctionnement, déjà, c'est un petit peu inhérent à comment fonctionne Life, puisqu'on est une équipe jeune. On a beaucoup de femmes en interne, notamment à des postes de direction. Et donc, on s'est dit que c'était quelque chose... on a constaté que ce n'était pas forcément la norme, malheureusement. Et donc, on a décidé d'amener cette parité aussi et d'avoir envie de faire travailler la question du genre dans nos actions. Et du coup, effectivement, on dispense certains projets. Par exemple, au Bangladesh, tu en parlais tout à l'heure, on a un projet de formation pour les femmes, exclusivement pour la couture, par exemple. Et les femmes qui vont au bout de cette formation, elles bénéficient d'une dotation d'une machine à coudre pour pouvoir ensuite se lancer, comme tu disais, avoir la possibilité de créer leur affaire, de travailler dans l'industrie textile ou de se lancer de manière autonome. Très bien. Donc voilà, effectivement. Et puis après, on a d'autres pour les jeunes filles également. Exactement, au niveau de l'école, où par exemple, toujours au Bangladesh, on est intervenu dans une école, on avait remarqué que les filles étaient très peu scolarisées. Et donc, avec notre partenaire local, on s'est interrogé sur pourquoi. Et on s'est rendu compte que l'école était à plusieurs kilomètres à pied, sur une route mal fréquentée. Et donc, les jeunes filles, pour pouvoir suivre leur scolarité, devaient partir dans la nuit sur une route un petit peu étrange et dangereuse pour des jeunes femmes. Et donc, on a fait une dotation de vélo à cette école pour les jeunes filles. Et du coup, ça a remonté le haut de fréquentation de l'école des jeunes filles. Elles en étaient extrêmement contentes. Et nous aussi. Bah, écoute, c'est une super bonne nouvelle. Donc, on a des images à vous montrer à ce sujet. Magnéto. On est ici arrivé à Shingul, il y a de ça quelques mois. Vous vous souvenez, on avait fait état d'une opération où on avait offert des vélos à des fillettes pour aller à l'école. Eh bien, quelques mois plus tard, on est ici en leur compagnie et on va pouvoir discuter avec elles, voir un petit peu qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. আমি নিয়মিত স্কুলে আসতে পারি আমার বাড়ি থেকে আমার স্কুলের দূরত্বটা একটু বেশি এগুলো পেয়ে আমি খুব খুশি And now she is very happy after getting the bicycle. Toutes à l'unanimité, elles nous disent qu'avant de recevoir cette bicyclette, ils mettaient entre 5, 6, 7 km à parcourir à pied pour venir à l'école. Alors imaginez-vous, aujourd'hui, elles ont entre 15 et 20 minutes pour venir à l'école. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu vous montrer le chemin en fait, qu'elles empruntent. Parce qu'avant, elles empruntaient ce chemin à pied pour aller à l'école. Nous, on l'a fait en voiture. On a mis une demi-heure en voiture. Le papa et la maman nous ont reçus et ils sont fiers aujourd'hui. Ils sont fiers de pouvoir compter, en tout cas, sur ce vélo. Mais bravo, Life. Je vous rappelle, vous, chers auditeurs et spectateurs, que vous avez la capacité de faire des dons avec le lien en barre d'information pour venir en aide à différentes actions proposées par Life ONG. Donc, avant de passer au premier débat, on va rendre hommage à ces femmes qui ont, tout comme vous toutes, au quotidien, marqué leur empreinte sur ce monde en le faisant avancer. Donc, on va faire un petit quiz. Vous êtes en équipe de 2. Là, ce sera un test de rapidité. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais vous proposer des faits et vous allez devoir trouver qui a fait ces choses-là. Alors, question 1. Qui était surnommée la mère du mouvement des droits civiques pour son rôle dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis? Je vous donne Rosa Parks. Ah, ok, il y a un petit point de ce côté-là. C'est pas grave, il y a 9 questions, donc vous avez le temps de vous rattraper, les filles. On va essayer. Alors, qui a été la première femme à être élue présidente du Parlement européen et a été pionnière dans la promotion des droits de la femme en France, notamment en ce qui concerne l'IVG? Allez, Simone Veil. Simone Veil. Allez, on donne un point à l'équipe adverse, du coup.
Ensuite, quelle scientifique polonaise, naturalisée française a... Marie Curie. Voilà. Vous avez le droit de me couper, hein, comme dans Question pour un jambon. Donc, 2 points de ce côté-là. Donc, première femme à remporter le prix Nobel, honorée pour ses travaux sur la radioactivité. Marie Curie, bravo Rose. Quelle artiste mexicaine était célèbre pour ses peintures surréalistes et son engagement politique? Frida Kahlo. Ouais, bien joué, Frida Kahlo. Donc, on a 3-1. Les filles, elles vont avoir l'air de se réveiller. Donc, son engagement politique devenant une figure emblématique du féminisme et de l'art moderne, Frida Kahlo. Ensuite, quelle écrivaine britannique est l'auteur de la saga à grand succès, devenant une des auteurs les plus riches? J.K. Rowling. Ouais, bien joué, Mila. J.K. Rowling. All right, super. Donc, qui a fait le célèbre Harry Potter. Ouais. Donc, on a 2 et 3. OK, là, ça commence à se rapprocher. Donc, Ouais, je- Ouais. qui était l'artiste et icône du style français connu pour sa contribution au Coco monde? Chanel. Waouh, c'était sur le style. Coco Chanel, mais t'es trop forte. Donc de la mode, fondatrice de la maison de couture qui porte son nom, Coco Chanel. Donc on a 4-2. Quelle chanteuse américaine connue comme la reine de la pop a redéfini la musique? Madonna. Elles ont ici avant. Donc du coup on a 3-4. On a encore 2 questions. Hein. Qui était la reine légendaire, dernière pharaon d'Égypte antique, célèbre pour sa vie sexuelle assumée, son impact dans l'Empire romain? Qui a... J'avais buzzé en premier, mais bon, c'est pas grave. Alors, Non, bah, c'est pas grave. Cléopâtre. voilà, Cléopâtre, 4-4. La dernière question va vous départager, du coup. Quelle actrice française a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2008 pour son rôle dans La Môme? Maria Cotillard. Ah, bon, allez, on va donner égalité parce que vous avez pesé en même temps. Donc, bravo les filles, franchement, vous avez eu tout bon. Donc, on peut passer maintenant au premier débat. Donc, on aura 2 débats. Donc, la place des femmes dans la famille. Ce premier débat, nous aborderons les questions. La question de la place des femmes au sein de la famille, en examinant les stéréotypes de genre, leur évolution au fil du temps et des moyens par lesquels les femmes peuvent s'épanouir dans leur rôle familial. Donc, il y a une petite diffusion d'un micro-trottoir à ce sujet. Je vous propose de le regarder et on fera un retour sur le plateau. Alors oui, pourquoi? Parce qu'on s'inquiète toujours beaucoup plus pour une petite fille que pour un garçon. Donc du coup, forcément, en fait, on met plus de restrictions, plus d'inquiétudes. On impose plus de choses à une fille qu'à un garçon. En connaissance de cause, j'ai 2 garçons et c'est vrai qu'il y a plus de lest. Oui, ils sont éduqués différemment parce que, par exemple, les filles, elles peuvent pas rentrer à la même heure que les hommes. Et moi, je trouve pas ça normal. Enfin, même si, bon, on est exposé à plus de risques que les hommes, mais bon, ça devrait pas être comme ça. Il y a une certaine différence d'éducation entre les femmes et les hommes au sein des foyers. Bon, je pense que c'est juste un fait social. Ouais, question de sécurité. Aujourd'hui, comme hier ou comme il y a des années, ça reste pour moi inchangé. Une femme, elle doit savoir tenir sa maison, ce qui est très important, veiller à l'éducation de ses enfants et surtout donner beaucoup plus, je pense, d'amour. Après, attention, le cas inverse, le rôle d'un père, pour moi, il a sa place et il est fondamental dans la vie d'une famille aussi. Le rôle d'une femme dans un foyer, c'est comme un homme, je pense. À la fois s'occuper des enfants, ramener de l'argent, mais ça vaut aussi pour les hommes du coup. C'est pas, moi, je me pose pas la question forcément de c'est quoi vraiment le rôle, parce que pour moi c'est au même niveau qu'un homme, ils ont tous les 2 les mêmes rôles. Elles ont le droit de le faire, mais en 2024, je pense qu'elles devraient ouvrir leurs esprits et faire comme les hommes en fait ils font. Honnêtement, je trouve ça assez dommage parce que chacun devrait être libre de travailler, de faire ce qu'il a envie, que tu sois femme ou homme. Maintenant, le choix de rester à la maison, c'est personnel. Et c'est le même cas pour un homme ou une femme en fait, que ce sera la même condition pour un homme. Alors voilà, les filles, je vous laisse me dire ce que vous pensez un petit peu des avis différents. Déjà, première question, y a-t-il toujours des stéréotypes associés au rôle dans la famille, les hommes et les femmes? Oui. Oui, oui, clairement, oui, il y a toujours des stéréotypes. Enfin, on le voit même là avec la personne qui dit une femme doit absolument savoir tenir sa maison. Enfin, voilà. Vous pensez quoi de ça, de cette idée qu'une femme doit forcément tenir sa maison? Vous êtes d'accord? C'est des stéréotypes, quoi. Oui, mais c'est pas incompatible surtout. Oui, voilà, c'est pas incompatible avec le fait de pouvoir évoluer dans le monde du travail, de se développer. En fait, c'est le
le doigt qui est Oui, gênant. c'est ça. En fait, qu'une femme sache tenir son foyer et une super carrière, tant mieux, grand bien elle lui fasse. Et si elle en est heureuse, c'est bien pour elle. Mais en fait, c'est le rôle qu'on nous attribue qui est gênant. Et tu parlais du rôle dans la famille, mais le simple fait d'avoir une famille, en réalité, aujourd'hui, il y a une pression aussi sociale sur les femmes pour qu'elles aient des enfants. Ouais. C'est pas toujours le choix de chacune des femmes. Donc déjà, nous voir comme des machines à reproduction, c'est déjà en soi un souci. Ce qui me gêne dans ces sujets-là, c'est les rôles qu'on attribue ou que la société en fait attribue à des genres. En réalité. Un homme qui resterait à la maison pour s'occuper de ses enfants serait exactement mal perçu comme une femme qui serait carriériste. Donc justement, là, on va parler de ça. Toi, Mila, qui est maman, tu as un garçon et une fille. Est-ce que tu penses que l'éducation des enfants, petits garçons et des filles, est différente? Alors, moi, non, puisque je les ai élevés de la même manière, j'ai donné la même éducation. Ils ont autant de liberté, enfin, ce sont les mêmes, les droits, les libertés. Pour chacun, il décide de l'activité qu'il souhaite réaliser. Ma fille a fait du football, mon fils de la boxe, mais s'il avait souhaité faire de la danse, il aurait pu tout à fait le faire. Voilà, il n'y a pas de différence, en tout cas, moi, pour mon éducation. Après, eux, ils sont un peu, voilà, ils se sentent peut-être parfois aussi différents parce que dans leur entourage, ce n'est pas forcément les mêmes éducations qui sont données. Mais moi, en tout cas, j'en ai pas fait. Ouais. C'est un choix. Alors, comment les rôles traditionnels des femmes au sein de la famille a-t-il évolué ces dernières décennies? Donc, on l'a vu aussi à travers, que ce soit le cinéma ou à la télévision. Est-ce que vous pensez que leur représentation est plus diversifiée en 2024? Capucine? Oui, il y a quand même du mieux. Il y a du mieux, mais après, il y a toujours... il y a toujours quand même des rôles un peu clichés qui sont attribués à des femmes ou à... pareil, bon là on parle de genre, mais aussi quand on parle de la question de la représentation ethnique, par exemple, ou dans plusieurs séries, par exemple, il va y avoir de plus en plus de diversité au niveau des origines des personnages, mais souvent le personnage principal va rester une personne blanche et les personnes racisées vont être un peu les best friends. Voilà, mais vont être des seconds rôles. Du coup, on voit qu'il y a du mieux, mais pas complètement. Tout à l'heure, quand on parlait avant l'émission, on parlait de la Reine des Neiges, par exemple, qui est un modèle plus intéressant. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Reine des Neiges, alors que c'est un truc un peu empouvoirant justement pour les femmes, en fait, elles ont beaucoup moins de temps de dialogue que les hommes. J'avais vu. Je ne sais plus exactement le pourcentage, mais les personnages masculins ont un pourcentage de parole beaucoup plus élevé. Genre Olaf, le petit bonhomme de neige, c'est parle ça. plus que Elsa. C'est ça. Et franchement, du coup, c'est fou parce qu'on se dit, il y a des avancées, mais en même temps, il y a aussi... Donc justement, alors les biais, parlons-en des avancées. Donc on a des facteurs socio-économiques et culturels qui contribuent à ces changements. On a les réseaux sociaux, on a les mouvements MeToo, on a des podcasts. Il y a une libération de la parole qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. Est-ce que c'est révélateur d'un futur meilleur pour la condition féminine? En fait, c'est très différent parce que tu vois un certain nombre de débats. On en revient quand même beaucoup à cela. C'est-à-dire qu'il faut voir, on parlait du cinéma, tu prends les séries Netflix, les séries où il y a des héroïnes vraiment qui incarnent, où l'héroïne principale, il y en a pas énormément, et même quand il y en a, tu vas prendre Scandale, par exemple, où pour le coup, on a vraiment... Non, Olivia Pope. Murder, ouais. Mais ça peut être Murder, par exemple, aussi, mais on les érotise énormément. Oui, et puis on c'est-à-dire que les deux, mais quand tu regardes les deux, alors il y en a une quand même qui sort avec le président, et l'autre qui a une sexualité un peu particulière, débridée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas envisager une héroïne sans forcément la sexualiser à l'extrême. Donc il y a de ça aussi, c'est-à-dire que d'un côté, on veut casser les clichés et en faire un peu la nouvelle Wonder Woman, mais même Wonder Woman, elle était extraordinaire. Mais enfin, elle était en guilotte, quoi. Elle était en guilotte les trois quarts du temps. Enfin, oui, je dis guilotte. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'on continue quand même à nous enfermer dans cela. Et oui, il y a un côté où on va systématiquement... C'est-à-dire que même la femme combative, il va falloir qu'elle soit sexy. Et puis, même dans les traits, on fait tout pour qu'on n'ait pas des traits de personnalité qu'on attribue aux hommes. Le regard de la société, moi, je ne trouve pas qu'il se soit
transformer. En revanche, on a beaucoup plus de femmes qui décident en fait de dénoncer et puis surtout de faire fi de tout cela. Je crois que quand on cultive pas non plus chez nous le fait de prendre sa place, c'est compliqué au quotidien. C'est qu'on se sent beaucoup plus facilement délégitimé à prendre la parole. On le voit sur la question de la négociation du salaire. À Digital College, par exemple, on fait un workshop spécifique pour les femmes dans le digital pour savoir négocier leur salaire à la sortie de leur diplôme. Ouais, parce qu'on trouve que c'est nécessaire. Donc, on va aller chercher des femmes qui sont dans le digital et qui ont des superbes carrières pour qu'elles viennent coacher en fait nos étudiantes. Il y a un truc qu'on ne dit pas, mais typiquement à Digital College, 60% des étudiants sont des étudiantes. Donc, on fait attention aussi à notre recrutement pour que les femmes se sentent légitimes aussi dans certains secteurs. Donc, c'est un travail, c'est un parti pris, c'est un vrai choix que certains diront peut-être audacieux, mais oui, c'est nécessaire. Donc, si on n'a pas comme ça des acteurs qui sont sensibles à ces questions-là, bien évidemment que si vous pensez que les hommes vont nous faire la place, je le dis clairement, on rêve. En réalité, notre place, on l'a toujours prise et il faut continuer à la prendre. Ouais, donc ça tombe bien. Le deuxième débat, c'est la femme au travail. Donc on a un petit magnéto tout de suite. C'est fini, c'est révolu ça. On voit des femmes maintenant dans un poids lourd, on voit des femmes dans des usines, elles font des boulots d'hommes quoi, sur des chantiers, je les vois avec leur... Non, pour ça par contre non. J'ai déjà été en plus victime de ça. Par exemple, une fille elle peut pas dire elle veut devenir ingénieure, alors qu'elle peut le faire aussi. Les femmes, on va plus les amener à avoir des filières, par exemple, un peu littéraires, alors que les garçons, ça va être plus scientifique, à se concentrer sur les matières sportives ou scientifiques, alors que les filles, pas du tout. Je pense que non, c'est plutôt équitable au niveau du système éducatif. Après, moi, je viens d'un lycée qui était catholique, donc je crois qu'il y avait plus de restrictions vestimentaires, par exemple. Les réseaux sociaux, en général, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas bénéfique. Ça peut être bénéfique sur certains sujets, mais pas sur ce type de sujet. Bah oui, c'est un danger, surtout pour les générations futures, parce que les petits vont être influencés par ce genre de discours. À partir du moment où c'est dans l'extrême, de toute façon, c'est pas bon. Et puis ça dépend, je pense que ça dépend des gens qui sont plus ou moins influençables aussi. À ce qu'on leur communique, ça dépend des gens. Non, faut pas. En 1965, de toute manière, la femme elle a eu la liberté de pouvoir travailler, d'ouvrir un compte bancaire. Et je pense que c'est justifié et que c'est bénéfique pour la société, pour l'homme aussi, parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui devait aller travailler. Non, je trouve ça pas normal. C'est un peu hypocrite de leur part. Ils veulent justifier leurs actes, en fait, en disant que c'est pas normal le mouvement, etc. Parce qu'ils ont honte, en fait, de leurs agissements. Mais vu qu'ils ont honte, ils vont pas forcément le dire. Du coup, ils vont dire que le mouvement MeToo ou n'importe quel mouvement féministe, c'est une honte et que c'est pas normal et qu'ils se sentent menacés par ça, alors que c'est juste leurs actes qui ont poussé en fait ces femmes à créer des associations, etc. Voilà, donc ce magnéto. Donc Capucine, toi qui traites pas mal de ce sujet, quels sont les principaux obstacles professionnels auxquels les femmes sont confrontées et quelles sont les actions qu'on peut mener justement pour améliorer la condition des femmes au travail et réduire les inégalités, parce qu'on le disait tout à l'heure, à partir d'un certain mois de novembre, donc pour les femmes, c'est comme si elles ne travaillaient plus le reste de l'année. Ouais, c'est ça. Tu expliqueras mieux que moi. Oui, tout à fait. Je pense que déjà, il faut surtout s'intéresser, on parlait du système éducatif, et je pense que c'est vraiment là que ça commence, et notamment parce que les petites filles sont pas assez poussées justement vers des carrières scientifiques. Il n'y a qu'un tiers des chercheurs et qu'un tiers de chercheuses du coup dans le milieu de la recherche. Donc c'est problématique parce que du coup ça a des conséquences concrètes après sur les innovations par exemple qui sont pensées par des hommes pour des hommes et du coup même sur les recherches médicales où on voit que sur toutes les maladies gynécologiques typiquement il y a très peu de choses alors que ça a toujours existé et en fait personne ne s'y est intéressé. Ouais, le clitoris, d'ailleurs, qui n'a pas été dans les manuels scolaires avant 2018. 2017, c'est un truc comme ça. Mais oui, c'est fou. C'est fou. Et puis, effectivement, sur le sujet des inégalités salariales, c'est encore un fait, même s'il y a beaucoup d'hommes qui disent non, mais n'importe quoi, il n'y a pas d'inégalité salariale, c'est des chiffres, enfin voilà. Et effectivement, en France, c'est à partir de mi-novembre, je crois que c'était le 6 l'année dernière, que les femmes travaillaient gratuitement, entre guillemets. Et effectivement, ça, c'est les femmes blanches. Mais les femmes racisées, c'est à partir de juin, il me semble. Donc, c'est vraiment des inégalités qui sont très fortes et c'est hyper important de sensibiliser à la source et notamment dès l'école, en fait, pour que les petites filles aient confiance en elles et qu'elles puissent se tourner vers les carrières qu'elles veulent vraiment.
Mila, toi, tu nous parlais de ce plafond de verre auquel tu as fait face dans ton ancienne profession. Donc, du coup, toi, ça t'a poussé à aller prendre ton petit baluchon et faire ton entreprise. Est-ce que tu penses que c'est le cas de nombreuses femmes, justement, qui ne se sentent pas valorisées en matière de leadership ou de postes à responsabilité, de créer leur propre entreprise et de s'émanciper elles-mêmes? Oui, je pense que pour beaucoup d'entre elles, quand on regarde un petit peu le parcours qu'elles ont eu, souvent il y a un élément déclencheur qui fait que tu te tournes vers l'entrepreneuriat. Après, il faut avoir aussi le courage d'y aller, de réussir à lier tout ça avec la famille, la vie qu'on a déjà mis en place. C'est pas forcément facile pour tout le monde. En tout cas, pour l'accès à tous ces métiers-là qu'on voit aujourd'hui, l'accès y est. Mais est-ce qu'on vous le donne? C'est ça la chose. Aujourd'hui, je me rends compte que parfois, dans des entretiens d'embauche, il y a encore des discriminations sur tiens, elle est jeune, attends, elle a 28 ans, elle va peut-être être enceinte. Bon, du coup, je vais privilégier plutôt l'homme sur ce recrutement. Ouais. Tu vois, ça, c'est encore d'actualité. Et c'est gênant. Et justement, la représentation des femmes dans le monde politique, elle est très importante. Donc, selon vous, est-ce que déjà les femmes politiques françaises sont-elles respectées et y en a-t-il assez? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Non, mais bien évidemment qu'elles ne sont pas respectées. Déjà, quand tu vois le nombre de femmes qui se sont présentées à la présidence, et on le voit avec le Parti socialiste, quand ils ont mis Ségolène Royal, elle s'est fait torpiller de l'intérieur. Quand on prend le dernier exemple, Valérie Pécresse, extraordinaire. À chaque fois, ce sont des femmes qui se font torpiller par les hommes de leur propre camp. Donc, c'est une grande blague, en fait, les femmes en politique. Et d'ailleurs, parité qui est aussi factice, parce que quand vous prenez, par exemple, et vous regardez dans la députation, comment on respecte la parité, très souvent, les femmes sont suppléantes. C'est jamais quelque chose de naturel, parce que, oui, notre monde est géré par des hommes, et donc, il faut à chaque fois des luttes âpres pour pouvoir, en fait, imposer un comportement qui devrait être naturel. On compose juste la moitié de l'humanité et ça ne devrait pas être normal, en fait, de se battre. En quoi, Marie-Laure, c'est important d'avoir des femmes dans le gouvernement? Alors, je pense que ça dépasse même le gouvernement. Effectivement, moi, ça fait clairement partie de mon métier. Je travaille avec les ministères, avec les ambassades. J'ai eu l'occasion de faire des événements internationaux avec beaucoup, effectivement, représentativité d'hommes. Que ce soit un homme d'État, que ce soit les hommes politiques ou même des ambassadeurs, avec tout type de commentaires et comportements qui peuvent aller avec, effectivement. J'ai grandi beaucoup avec des garçons, donc je ne me familiarise pas. Je suis quelqu'un qui a un très fort caractère, je pense que je te rejoins sur ça, Rose. Et après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. On voit peu de femmes, alors que nous, par exemple, sur le terrain, c'est quelque chose que l'on constate qu'il y a une réelle amélioration. Pour la bonne et simple raison que les femmes, malgré tout, ce sont les seules à pouvoir procréer. Bien qu'on ne soit pas des poules pondeuses, si on sait qu'on peut donner la vie et qu'on a envie de le faire, et moi, ce que je trouvais important dans le premier magnéto qu'on a vu, c'est que la question du choix, pour moi, elle est primordiale aujourd'hui. En fait, il y a des choses sur lesquelles on n'a plus de choix. Par exemple, sur le système scolaire, les filières, je trouve que c'est absolument terrible. Et je ne suis pas française d'origine, je suis suisse. Le système éducatif, il est différent. Et avec, du coup, les filières sont, on va dire, beaucoup plus élargies. Le spectre est plus large et elles sont mieux explicitées. Et du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai été assez étonnée par ça. En fait, effectivement, dès l'enfance, on va un peu avoir un conditionnement de... Tu es une fille, donc tu peux t'orienter vers telle ou telle chose, ou alors tu vas observer des modèles, ta maman, tes amis aussi, ce genre de choses-là, et ça va varier vers des choses, des secteurs effectivement beaucoup liés au domaine de l'empathie, de prendre soin des autres, etc. Alors que très peu souvent, on va constater l'inverse, où on va dire à une fille « mais c'est incroyable, tu parles bien, tu as un fort tempérament, deviens chef de ta propre boîte ». Monte ton affaire et va démontrer au monde que tu peux le faire. Alors que, par exemple, nous, dans nos projets, notamment pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, on met en place, à la fin du projet, ce qu'on appelle un comité de gestion du projet, puisque notre vocation en tant qu'ONG n'est pas de rester sur le terrain, c'est vraiment de redonner le projet aux populations locales. Et à ce moment-là, nous, on a essayé d'exiger dans chacun de nos pays d'intervention qu'il y ait au moins une femme intégrée dans chaque comité de gestion de l'eau, pour la bonne et simple raison qu'en fait, les femmes avaient tendance à mettre des prix moins élevés
à veiller à ce que toutes les femmes et tous les enfants soient proches du point d'eau, puisque ça permet d'avoir une meilleure éducation et que l'éducation qui est donnée aux enfants, notamment aux petites filles, elles ont beaucoup plus la vocation à vouloir le repartager avec les autres, à éduquer leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs grands-parents aussi parfois. Et en fait, ça a un impact sur tout le village d'avoir ne serait-ce qu'une femme dans le comité de gestion. Alors, je ne dis pas que les hommes n'en sont pas capables, loin de moi cette idée, mais c'est vrai qu'en fait, en ayant la capacité de donner la vie, on a, je pense, un point de vue qui est différent et qui va forcément dépasser le côté, alors je grossis un peu le trait, mais du simple profit éphémère de maintenant qu'est-ce qui m'est bénéfique à moi, et de se dire si j'ai des enfants un jour, si je choisis d'avoir des enfants, je veux que mon enfant il vive dans telles conditions, et à ce moment-là, nos décisions vont être aussi un peu dictées par ça et par le fait de vouloir améliorer les choses, pas seulement pour nous aujourd'hui, mais à l'avenir aussi. Et nous, en tout cas, on l'a constaté sur le terrain lorsqu'on a eu l'occasion de le mettre en place. C'est vrai qu'il y a des contextes dans lesquels c'est plus compliqué à faire comprendre et à changer, puisque là, c'est des questions de culture aussi. Mais c'est vrai qu'on l'a constaté. Et je pense que ça part aussi beaucoup d'une méconnaissance. Je pense qu'à l'heure actuelle, la première chose sur laquelle on devrait agir, c'est déjà la connaissance des autres, de la réalité de chacun. Et ensuite, à partir de là, effectivement, regarder tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pourrait être amélioré en fonction de ça. Que ce soit dans notre quotidien en France, en Occident, ou que ce soit dans les pays, en tout cas, dans lesquels on intervient, nous. Je pense que le fait de pouvoir éveiller les consciences, c'est primordial avant de pouvoir mener quelque action que ce soit. Ok, ben merci. J'en prie. Désolée, j'ai été un peu longue. Non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, là, on arrive sur la conclusion de cette émission. Merci, mesdames. Donc, pour conclure, quelles sont les choses que vous aimeriez voir arriver pour la condition féminine pour les 5 prochaines années? On va donner la parole à Mila. Oui, qu'on se concentre davantage sur les compétences, le talent et les actions qui sont menées, plutôt qu'éventuellement un physique, une tenue vestimentaire. Voilà, ça c'est vraiment... quand on sera arrivé à ce niveau-là, on pourra vraiment commencer à parler d'évolution. Ok, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Quand on aura le droit à la médiocrité, c'est-à-dire qu'en fait, un homme, quand il est pris dans un poste, c'est pas grave s'il est médiocre, on lui dit pas que c'est parce qu'il est un homme. Alors qu'une femme, quand on lui confie des responsabilités, elle a presque le devoir, en fait, d'être excellente, voire de se surpasser parce qu'elle est une femme. Sinon, on va expliquer qu'elle est mauvaise parce qu'elle est une femme. Donc, du coup, je crois que le droit à la médiocrité, c'est une forme aussi d'égalité, parce qu'on ne se pose pas la question pour les hommes. Ça, je pense que ce serait la première chose. La seconde, le jour où on commencera à avoir, alors que ça existe, une contraception pour les hommes, parce que je ne sais pas pourquoi sur les questions de sexualité, ce serait uniquement à la charge de la femme. Certes, on procrée, mais en réalité, la question concerne les deux. Je crois que c'est important et ça existe. Et c'est marrant parce que dès qu'on parle en fait de sexualité, ça touche directement à leur virilité. Parce qu'apparemment, prendre la pilule, ce serait quelque chose d'autrement féminin. Enfin bon, je crois que se protéger, alors c'est très souvent d'ailleurs des hommes qui ne veulent pas d'enfants, ce serait bien du coup qu'ils prennent eux-mêmes leur propre pilule. Je pense que ce serait déjà une grande avancée, ça nous permettrait du coup de changer un petit peu le cours des choses. Et oui, je pense d'une manière générale, en avancée, que les femmes osent beaucoup plus facilement et qu'elles comprennent qu'elles peuvent tout faire à partir du moment où, d'une part, elles font tomber les barrières mentales, pas qu'elles se mettent, mais qu'on leur a mis aussi dans la tête. Capucine. Je pense que c'est... Je pense qu'elle a tout résumé. Pardon. Merci en tout cas, les filles. Vous avez vraiment... c'était un plaisir de vous recevoir. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez venir en aide à l'association via le lien dans la barre d'information. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, raconter un petit peu votre point de vue et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Life ONG. Je vous fais de gros bisous, les filles, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes. Salut!